Je me souviens, d'un seul coup, pouf, ça a explosé. Une crise de palpitation, une crise de larmes. J'ai fini dans le bureau de mon collègue où j'arrivais même plus à respirer. J'ai laissé un petit mot sur la table de nuit en mettant « Mon travail m'aura tué ». On vous dit devant tout le monde que vous êtes mauvais, que vous faites pas bien votre travail. Je vois des collègues qui pleurent au travail, qui hurlent dans le bureau parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Ça provoque un véritable tsunami, voilà, psychique. Il n'a pas supporté, le corps n'a pas su agir avec ce grand coup de stress et il s'est pendu. C'est bien le travail qui est malade et nous devons urgemment nous en préoccuper. Ça va prendre du temps, il faut que les entreprises s'en rendent compte et ça va coûter des vies pendant 5-10 ans. J'attends la sécu qu'ils disent qu'un jour que mon employeur est responsable de ce qui m'est arrivé. C'est le mal de nos sociétés contemporaines, le burn-out ou épuisement professionnel. 30 000, 100 000, 3 millions, personne ne sait chiffrer le nombre exact de victimes de ce syndrome. Pas de loi ni de reconnaissance en maladie professionnelle. Alors pour les victimes, la guérison et la reconstruction sont encore très difficiles. À l'Assemblée nationale, une mission d'information a travaillé sur ce sujet pendant 6 mois, avec une 50aine d'auditions d'experts et de témoins. L'épuisement professionnel est-il une pathologie et comment peut-il être prévu et préparé par le droit ? C'est une invasion par le travail, par les préoccupations du travail, par les contraintes du travail, qui déborde très largement à l'intérieur de l'espace privé. Olivier est aujourd'hui en pleine reconstruction. Après 15 ans comme directeur d'hôtel dans une chaîne low cost, il a été victime d'un burn-out. Les premiers signes, ça a été en fin 2008, début 2009, où j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Donc je suis allé voir mon médecin traitant à l'époque, qui était sur la région parisienne. Et donc j'ai passé des examens. Il s'est avéré qu'il n'y avait rien. Et très très vite, ça s'est basculé sur le dos, sur tout le dos. Des douleurs qui traduisent un mal-être grandissant au travail. Stressé, corvéable à merci, ce cadre prometteur voit ses conditions de travail se dégrader. À partir de 2008, c'est monté crescendo. Donc effectivement, il faut pouvoir recevoir 100, 200 mails par jour, où il fallait répondre immédiatement, donc dans l'urgence. J'étais beaucoup sollicité aussi par les clients, par les salariés. Donc c'était vraiment la culture du résultat. La culture du résultat. Mais impossible d'en parler autour de lui. Dans l'entreprise, c'était tabou. Et avec ma femme à l'époque, j'en parlais pas parce qu'il fallait montrer toujours. C'était, je sais pas, c'est la culture, je vais bien. Voilà, et effectivement. Et non, j'en parlais très très peu. Aux insomnies s'ajoute la perte de poids. Et pour tenir, Olivier prend des médicaments. En 2014, nouveau coup dur, sa femme le quitte. Il décide alors enfin d'aller voir son médecin, qui l'arrête. Mais pendant son arrêt de travail, il apprend son licenciement sans justification. C'est le coup de grâce. J'ai été... comment dire, je me suis effondré. Je crois que je suis pas sorti pendant 4-5 mois. J'ai mis peut-être 2-3 mois pour parler normalement. Ça me demandait tellement d'énergie que je ne pouvais plus parler. Il m'a fallu 8 mois pour ressortir un petit peu la tête de l'eau. Et j'avais toujours ce problème d'énergie. Voilà, dès que je faisais une action sur une journée, il me fallait 10 jours pour récupérer. Voilà, ça a été très très compliqué. Se reconstruire et surtout mettre un nom sur ce qui lui arrive. Dans cette démarche, il a été aidé par l'association France Prévention. Pour avoir vu beaucoup de victimes, Sylvie Brière sait à quel point ce phénomène peut détruire. Moi je dis que le corps il répond à ce qu'on lui donne. Donc comme vous ne mangiez plus, vous avez maigri. Vous avez aggravé par la cigarette et vous avez aggravé par le manque de sommeil. Donc tout ça forcément on est logique, c'est une détérioration.
sur laquelle vous aviez plus de mainmise après, à un moment, à un seuil. C'est ce qui engage le burn-out. Le burn-out, ouais. Le burn-out, c'est l'aboutissement. Et moi, j'ai fait une distinction entre le syndrome d'épuisement et le burn-out. Le syndrome d'épuisement, c'est le glissement vers l'épuisement total qui conduira au clash que l'on nomme le burn-out, brûler de l'intérieur. C'est la traduction du mot en anglais. Et donc, on aboutit à un éclatement de la personne au niveau de l'identité. C'est-à-dire que la personne se retrouve ne plus savoir qui elle est. Olivier a attaqué sa société au prud'homme. Pour être mieux indemnisé, il demande aussi une reconnaissance en maladie professionnelle. Problème, le burn-out ne rentre pas pour l'instant dans les critères de la sécurité sociale. Aujourd'hui, la reconnaissance, elle se fait par des commissions spécialisées sur dossiers très techniques, très compliqués, avec des interrogatoires extrêmement longs et de gens sur des sujets très précis. En France, nous construisons depuis longtemps des tableaux de maladies professionnelles et il semble que cette construction soit difficile. Certains la pensent possible. Majoritairement, ceux que nous avons auditionnés, dans tout le champ, que ce soit des institutionnels, des professionnels ou des associatifs, pensent que c'est difficile. En 2015, à peine 315 cas ont été reconnus. Les victimes doivent prouver le lien entre le travail et leur maladie et aussi avoir un minimum de 25% d'IPP, incapacité permanente partielle. Des conditions quasiment impossibles à remplir pour les victimes du burn-out. Si on vous crève un œil, sur le plan physique, vous avez 25% d'IPP. Si on vous coupe une main, vous avez 20% d'IPP. Sur le plan, je dirais, psychologique, la pathologie psychologique, 25% d'IPP, ça correspond à peu près à une crise suicidaire avec des séquelles. Vous voyez, donc ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui en dessous de 25% sont bloqués et ne peuvent pas faire reconnaître leur maladie, leur pathologie professionnelle. Cette reconnaissance, Olivier en a besoin. La reconnaissance de la Sécu me permettrait de passer à autre chose, certainement. De complètement clôturer le livre ou le chapitre. Qu'ils disent qu'un jour que mon employeur est responsable de ce qui m'est arrivé. Renault, France Télécom, La Poste, plusieurs grands groupes ont fait face ces dernières années à une vague de mal-être au travail. Johan, facteur depuis 15 ans, le vit au quotidien. Il témoigne de ce qu'il appelle un management meurtrier. À visage masqué, par peur des conséquences. Ils poussent les gens à bout, en les harcelant. Si vous n'y arrivez pas, vous avez des sanctions. Alors que, puis on vous répète que vous n'êtes pas bon, quoi. Alors qu'en fait, si on n'y arrive pas, c'est juste qu'on peut pas faire le travail de deux personnes, quoi. Ensuite, c'est aussi des exemples d'humiliation. On vous dit devant tout le monde que vous êtes mauvais, que vous faites pas bien votre travail. Je vois des collègues qui pleurent au travail. Ou c'est déjà arrivé des gens qui hurlent dans le bureau parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Récemment, 8 cabinets d'experts ont écrit une lettre ouverte au PDG de La Poste, alertant sur la dégradation des conditions de travail. Selon eux, 20 à 40% des tournées de facteurs sont intenables. Pour moi, La Poste, c'était une fierté d'être à La Poste avant. Et en fait, maintenant, j'en viens à haïr La Poste, quasiment. Puisque c'est elle, la cause du malheur de tous ces gens. La Poste a lancé des négociations avec les syndicats sur les conditions de travail des facteurs. Elle n'a pourtant pas souhaité nous répondre. L'histoire de Johan n'est pas un cas isolé. Des collègues font des AVC sur le lieu de travail avec ce qui s'est passé à Villeneuve-d'Ascq, une collègue qui a été quand même à qui on lui a dit tu travailles, on t'ira voir le médecin quand tu auras fini de travailler. Dans l'Isère, la collègue est carrément décédée sur le lieu de travail. C'est des choses quand même qui sont très très dures mais en même temps ça change rien. C'est-à-dire que c'est toujours mais est-ce que t'es vraiment malade? Est-ce que tu joues pas la comédie? Mais de toute façon, il y a des résultats à atteindre, donc c'est ça la priorité. Il y a 3 ans déjà, un drame a frappé l'un des salariés de La Poste. C'est l'histoire de Nicolas Schoffel, 51 ans, cadre brillant, qui s'est donné la mort après un burn-out. Depuis 3 ans, il masse sa veuve,
se bat pour faire mieux connaître l'enfer qu'il a vécu. En 2012, Nicolas Schoeffel est nommé directeur de la communication à la Poste. Une promotion qu'il ne peut pas refuser. Il accepte tout, les horaires à rallonge, la pression. Papa disait tout le temps, tu te rends pas compte comment c'est chez nous à la Poste, les conditions de travail de toute son équipe d'ailleurs. Une équipe réduite avec le même chargé de travail et ton père à la tête, propulsé comme directeur, qui faisait le travail de 3 personnes et qui essayait de faire du sauve qui peut. Trop pour lui, sa santé se détériore de mois en mois. Vers la fin, il a perdu 18 kilos et sa famille ne le reconnaît plus. Il était absent en fait. Alors qu'avant, il était toujours engagé dans une conversation, toujours intéressé par ce que je faisais, on rigolait ensemble. Là, je sentais dans sa voix qu'il était faible, je voyais qu'il n'était pas concentré, il était malade, constamment malade, c'est-à-dire par une angine, une otite, quoi que ce soit, toujours malade. La prise de sang montrait clairement un burn-out. Plus de vitamine D, trop de globules blancs, etc. Bon, et puis, il ne voulait pas l'envoyer. Il a dit, je ne le fais pas parce que si ça va se savoir que j'ai un burn-out, je n'ai plus de carrière, je vais être mise au placard au mieux et renvoyée au pire. Malgré l'arrêt de travail, la Poste continue à l'inonder d'appels et de mails. Peu après, il apprend qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement. Trop fragile, il passe à l'acte en février 2013. Je suis entrée dans la salle de bain et je l'ai vu pendu. J'ai failli mourir moi-même parce que vous pouvez vous imaginer le choc. J'arrivais plus à respirer, j'arrivais que à hurler. Si j'avais su, plutôt au niveau santé, en fait, qu'est-ce que c'était le burn-out et jusqu'où ça pouvait aller, moi j'aurais pas hésité à mettre mes études en pause, revenir à la maison, l'encourager à aller se faire hospitaliser même, ou juste avoir un suivi psy, quoi. Et enfin, c'était vraiment l'inconnu. Et c'est pour ça que je pense qu'on se bat aujourd'hui. Se battre pour faire reconnaître la responsabilité de la Poste. Le suicide de Nicolas Schoeffel a bien été reconnu comme accident de travail, mais la sécurité sociale n'a pour l'instant pas retenu la faute inexcusable de l'employeur. Alors la famille a décidé d'attaquer la Poste en justice. Dernière étape, en quelque sorte, de ce parcours du combattant, hélas, qui est infligé aux victimes ou aux familles des victimes, il y a véritablement un délit de harcèlement moral à l'égard de Nicolas Schoeffel, qui est à l'origine de son suicide. Le harcèlement, passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, est aujourd'hui la seule qualification pour un recours en justice. Alors quand le burn-out a d'autres origines comme un excès de travail ou une restructuration, les recours sont difficiles. Le harcèlement, c'est juridiquement, aujourd'hui c'est pénalement inscrit dans notre code. L'épuisement professionnel, non. Alors ensuite, à l'intérieur du paquet harcèlement, beaucoup de ceux qui plaident font entrer l'épuisement professionnel. Donc c'est une voie détournée. Et au-delà, il y a aussi la réticence à faire condamner les entreprises. Maître Tessonnière le sait bien, il a notamment défendu des victimes de l'amiante et de France Télécom. Quand on examine le comportement des directions d'entreprise, on s'aperçoit qu'elles agissent comme s'il n'y avait pas de risque pour elles d'être confrontées à l'institution judiciaire. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de culture de l'impunité qui est sans doute encouragée parfois par la position des parquets, qui répugnent à poursuivre les entreprises parce qu'on a affaire à une délinquance qui n'est pas du même type que celle à laquelle les parquets sont confrontés habituellement. Certaines entreprises ont choisi de réagir pour améliorer le bien-être de leurs salariés. Ce jour-là, dans cette société parisienne, c'est séance d'ostéopathie. Un moment de détente sans même quitter le bureau. Tournez la tête à gauche, relâchez. Allez-y, relâchez. Derrière cette initiative, Charlotte Goubely,
Elle est ce que l'on appelle Feel Good Ambassador depuis 2 mois. C'est l'un de ces nouveaux métiers du bien-être qui se développe dans les entreprises. Le type d'événement qu'on peut proposer, c'est par exemple donc tout simplement un tournoi de baby-foot. Ça peut être, là en période de Noël, ça aide beaucoup parce qu'on va faire par exemple la semaine prochaine un petit marché de Noël où les gens pourront acheter leurs décorations de Noël donc au travail. On fait également venir un ostéopathe. Et ça, voilà, les gens qui travaillent beaucoup, surtout dans notre société, ils n'ont pas le temps pour ces choses-là. Et si ces choses-là viennent à eux, ça participe voilà, à leur qualité d'environnement de travail. Et ça, c'est super important. Salle de jeu, espaces conviviaux, mobilier design, tout a été pensé pour que les salariés se sentent bien. C'est Antoine Piliard qui a développé le métier de Feel Good Ambassador chez Sodexo. Pour lui, c'est du donnant-donnant. Ce qui est sûr, c'est qu'un collaborateur qui se sent bien et qui est heureux ou content de venir au travail est 2 fois plus productif et est également 2 fois moins absent. Donc avec ces postes-là, on améliore la productivité et on fait diminuer l'absentéisme des collaborateurs. Le bonheur en entreprise fait de plus en plus d'adeptes. Il deviendrait la solution miracle. Mais pour cette sociologue du travail, il faut aller au-delà du simple vernis. C'est pour donner une image plus glorieuse du management, montrer qu'il y a beaucoup d'efforts faits pour essayer de mettre les salariés à l'aise. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui se joue au travail, c'est au niveau de la professionnalité, c'est au niveau de la façon dont les salariés peuvent ou non influer sur l'organisation de leur travail, sur leurs conditions de travail, sur leurs objectifs. Est-ce qu'ils sont entendus? C'est ça la vraie question. Peut-être plus efficace que le bonheur en entreprise, la promotion interne. Alors, on se voit aujourd'hui pour fixer les objectifs de ton parcours. Ici, chaque année, une quinzaine de salariés suivent un coaching pour devenir cadre dirigeant. Fabrice a commencé il y a 18 ans, il a fait toute sa carrière ici et a beaucoup d'attentes autour de ce programme. Ce coaching est là pour que je puisse accéder à une nouvelle fonction de cadre dirigeant, tout en ayant un maximum de, non pas de compétences, mais de confiance en moi pour réaliser cette nouvelle mission, qui est un fort enjeu, bien sûr. Et donc, c'est un investissement du groupe sur l'humain. On va me pousser un petit peu dans mes retranchements pour que je sois plus serein lors de négociations, lors de points de difficulté, que ce soit avec des clients ou des équipes. Avec plus de 8500 stages par an, l'entreprise mise sur la formation pour donner des perspectives aux salariés. Quand parfois on peut avoir l'impression d'être dans une voie sans issue, de manquer de visibilité sur l'étape d'après, d'être un peu usé par des choses qu'on a déjà pratiquées longuement, le fait de pouvoir faire une formation pour se former à un nouveau métier et se donner cette possibilité de faire d'autres choses, de découvrir d'autres environnements, d'autres possibilités, c'est vraiment une opportunité énorme pour nos salariés. Maintenant, ça ne peut pas être la seule solution et ça doit s'accompagner aussi d'un certain nombre de dispositifs à côté pour pouvoir détecter les éléments en amont et s'assurer qu'il n'y a pas d'épuisement professionnel. Loin du monde de l'entreprise, en pleine campagne. Pas de manager ni de patron, pourtant ici aussi, le burn-out existe. Pascal Aubry est éleveur de porcs. Depuis 2007, il est couvert de dettes et travaille près de 70 heures par semaine pour rien. J'ai perdu 61 900 €. Donc si on s'amuse à faire un petit calcul, ça doit faire quelques euros par jour quand même. On arrive à 170 € de perte par jour. Quel salarié, quelle profession libérale pour accepter ça? L'impasse financière, mais aussi l'usure physique. Ça n'use pas que la tête, ça use le physique complet. Aujourd'hui, je suis en arrêt de travail parce que j'ai eu 2 opérations de l'épaule. Tout ça probablement dû au stress. Une association lui fournit un remplaçant occasionnellement. Se faire remplacer, c'est un peu compliqué. C'est surtout un coût énorme qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Quand déjà on n'arrive pas à gagner sa vie, alors se faire remplacer, c'est encore
c'est carrément de la mission impossible, quoi. Le burn-out de Pascal a failli le conduire au pire. En 2007, les cours du port s'effondrent, il s'endette, il n'arrive plus à faire face. Le pire, ça a été fin 2008 où là, un jour de chasse, parce que je suis chasseur avec des copains, on s'est pris la tête le midi et puis je suis parti à la chasse tout seul dans mon coin et j'ai failli tirer la dernière cartouche. Un cas loin d'être isolé. Entre 2007 et 2011, près de 800 suicides ont été répertoriés et souvent, les mêmes causes reviennent. Les difficultés financières, en premier lieu. Et puis c'est vrai que dans le milieu rural, vous êtes plus à même d'être isolé socialement et géographiquement. L'isolement social, c'est le fait aussi que de par leur activité professionnelle, de par leurs horaires, leurs amplitudes horaires de travail et leurs contraintes de travail, ils peuvent pas forcément avoir une vie sociale, des activités extérieures faciles. Le gouvernement et la mutualité agricole ont lancé un grand plan de prévention du suicide, avec plusieurs volets, mise en place du numéro gratuit Agri-Écoute et des cellules locales de prévention composées de médecins et d'assistantes sociales. Ça va être de les amener à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'autour d'eux, il y a des services, notamment au sein de la MSA, qui peuvent les aider, essayer de prendre du recul sur leur travail et qu'au niveau social, on a notre service d'action sociale qui peut être à même de les aider s'il y a besoin en regardant la situation familiale et la situation sociale. La MSA aurait aidé plus de 800 personnes sur l'année 2014. Sortir de l'isolement, trouver de l'aide, les lieux d'écoute pour les personnes en burn-out sont encore trop rares. La maison Souffrance et Travail est un endroit unique en son genre. Madame François a inauguré l'association en 2013 en région parisienne. Des psys, des médecins, des avocats, les patients sont pris en charge. L'objectif, c'est que les gens qui sont à l'extérieur et qui sont hyper abîmés passent par cette maison, c'est comme un filtre, pour pouvoir repartir avec cette compréhension de qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait que, et puis du coup de reposer des limites. Ici, les gens racontent comment ils sont tombés. C'est le mot qu'ils utilisent. Je me souviens, d'un seul coup, pouf, ça a explosé. Une crise de palpitation, une crise de larmes. J'ai fini dans le bureau de mon collègue où j'arrivais même plus à respirer. Et voilà. Et l'après-midi, je suis restée à mon bureau et la page blanche. Et là, je ne savais plus rien faire. Je ne savais plus du tout rien faire. C'était l'impression d'avoir explosé à l'intérieur. Et ils témoignent aussi de leur guérison. Quand j'ai pris conscience qu'effectivement j'avais subi un comportement malveillant, vraiment. Ah ouais, non, voilà, c'est pas moi qui ne pouvais pas encaisser, non, réellement, il y a eu des agissements malveillants envers moi. Le travail, ça reste le travail. C'est important, certes, dans la vie de quelqu'un, mais ça reste le travail, il faut le remettre à ses justes places. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Moi, j'ai dû aller aussi quand même jusqu'à l'étape de faire le deuil de mon métier. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Il n'y a pas de souci, ça ne me manque pas, etc. J'ai dû aller jusqu'à dire je ne serai plus éducatrice spécialisée. Ça veut dire que vous avez su tirer vers le haut, finalement, cette situation. Oui. C'est-à-dire que c'est pas de rester ancré du côté du rôle de victime, mais de tirer du positif de toute cette histoire. Mais pour certains, la reconstruction semble encore loin. Et moi, par contre, aujourd'hui, ça va faire 2 ans. J'ai toujours la honte en moi. Effectivement, j'étais une battante. J'ai toujours... j'ai été très forte toute ma vie. Et là, aujourd'hui, pour moi, je suis une loque. Je suis une bonne arrière. Voilà. Je vis au crochet de la sécurité sociale. Et je me sens... rien. La plupart des patients ont dépassé la quarantaine, voire la cinquantaine. Des gens déjà avancés dans leur parcours professionnel, 9 sur 10 ne retourneront pas à leur ancien travail. Une perte de savoir-faire pour les entreprises.
Ce sont quand même des professionnels courageux qui tombent, qui savent travailler, qui savent bien travailler. Ce sont des sources vives pour l'entreprise, hein, qui tombent. Alors on va les remplacer par des petits jeunes, certes. Alors moi j'ai rien contre les petits jeunes, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas le même savoir encore. Une perte financière aussi pour la société. Le coût du stress professionnel est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros. Les députés jugent qu'il est urgent de travailler sur 3 axes: la prévention, le dépistage et la réinsertion. Quand vous avez à minima 100 000, voire des centaines de milliers de salariés touchés ou potentiellement touchés par de l'épuisement professionnel, une grande partie vont s'en remettre. Et certains, malheureusement, on le sait aujourd'hui, ne s'en remettront pas. C'est-à-dire, ils auront la souffrance qui va basculer dans une maladie psychique très, très importante, qu'il faut soigner sur le long cours. Ils seront désinsérés professionnellement. Donc, quand on est face à un phénomène d'ampleur comme ça, on ne peut pas se mettre un voile sur le visage, hein. Il faut regarder les choses en face.